bonsoir à tous. Bertrand Misonne, tu es né en 1978, comme moi, et tu exerces le métier mystérieux de spécialiste et de chercheur en intelligence artificielle. À ton actif, tu as deux publications, deux romans. Le premier publié en 2023 aux éditions Academia qui s'appelle L'été 99, qui est un roman de facture tout à fait classique comparé au suivant. 100% organique. 100% organique, qui est un roman, disons, de formation qui raconte le voyage de deux jeunes sur les routes de l'Europe et leurs découvertes et leurs rencontres. Et puis en 2024, tu publies une espèce d'ovni qui s'appelle donc Le Nouveau Michel H, qui n'est pas le nouveau Michel Hélas, comme on m'a dit, mais bien et encore peut-être le nouveau Michel Houellebecq, encore que. Alors, c'est un bouquin qui est bien plus complexe qu'il en a l'air, qui multiplie, à mon sens, les niveaux de narration et voire peut-être même les réalités. Alors, je vais essayer de résumer en quelques mots, mais en gros, ça raconte l'histoire d'un type qui s'appelle Jean-Pierre Lemaire, qui n'a, je crois, rien à voir avec... Quelle coïncidence, d'ailleurs. On est d'accord. Les astres sont alignés. Donc, il raconte l'histoire d'un type qui s'appelle Jean-Pierre Lemaire, qui se met en tête d'écrire un roman avec l'aide de l'intelligence artificielle, à la façon de Michel Houellebecq, ou de Michel H. Ce bouquin raconte l'histoire de Jean-Pierre Lemaire, qui lui a écrit un bouquin à la façon de Michel Houellebecq ou de Michel H. Et ce bouquin rencontre un succès considérable, tout simplement à cause de l'influence qu'a une jeune Instagrammeuse. Donc, tous les thèmes, si vous voulez, de la modernité sont abordés dans ce bouquin. Alors, pour essayer de poser un petit peu maintenant le véritable sujet, je précise en réalité que ce n'est pas un roman, ce n'est ni un roman, ni véritablement un essai, c'est quelque chose qui se situe entre les deux, et dont c'est vraiment difficile à expliquer, mais donc je vais devoir être clair, et donc je vais raconter la fin de l'histoire, parce qu'en fait cette histoire, c'est pas le plus important du bouquin. C'est une expérience. C'est une expérience générative, on va dire, oui. Alors, pour essayer de te situer un petit peu ce dont on parle, je voudrais, si c'est possible, je t'ai dit que je te posais cette première question, savoir un petit peu en quoi consiste le métier de spécialiste et surtout de chercheur en intelligence artificielle générative, si j'ai bien compris. Exactement. Enfin, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur cette fameuse intelligence artificielle générative. Donc, c'est celle qui est derrière des outils comme ChatGPT. Donc, pour ceux qui situent, qui sait ce que c'est ces trucs genre ChatGPT? Ok, c'est bien. et qui les utilise? Qui les a déjà utilisés, peut-être? Ouais, ça va. Donc, effectivement, mon métier de jour, je suis, je vais dire, auteur la nuit et chercheur le jour. Et mon métier de jour, pour le compte des institutions européennes, je travaille pour le Centre commun de recherche, dont les bureaux sont situés ici, pas loin. Notre but est finalement d'éclairer le législateur sur les enjeux qui sont liés à ces nouvelles technologies. Et donc, effectivement, le nouveau Michel H, c'est vraiment deux fils qui se touchent dans la tête de Bertrand Misonne, entre le côté chercheur sur ces technologies et le côté romancier, en fait. Et donc, on l'a bien senti dans l'introduction, il y a quelque chose de très méta, on va dire, donc, c'est-à-dire la mise en abîme, évidemment, n'est pas nouvelle, et je trouve qu'il y a beaucoup de romans très réjouissants qui parlent d'un roman et de la mise en œuvre d'un roman. Mais ici, c'est vrai qu'il y a cette couche supplémentaire où, en fait, on arrive, c'est pour ça que je disais un peu en rigolant, expérience, c'est parce que, finalement, le tour de passe-passe que j'ai fait et qui est assez original, on va dire, c'est de prendre le lecteur à partie, en fait, donc vous, le lecteur, la lectrice, pour dire, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer
et donc voilà, là on va pouvoir creuser le thème, mais ce qui est en train de se passer, et j'étais très interpellé par vos mots sur le langage, sur ce que ça représente comme quintessence même de l'humain et de notre âme. Eh bien, le langage est en train d'être, je vais dire, utilisé avec un certain brio par la machine. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Un monde où finalement une machine pourrait, ou pas, être le nouveau Michel Houellebecq. Alors, dans un premier niveau de lecture, si on veut, il y a, me semble-t-il, de ta part, une espèce de volonté, dans certains passages du bouquin, de faire quand même une espèce de satire du milieu littéraire. Alors, pas du vrai milieu littéraire, pas du milieu littéraire réel, d'accord? Tu vas évoquer des écrivains, c'est toujours mentionné par leur première lettre, tu vas évoquer Amélie M, Frédéric B, Michel H et Jean-Philippe T. Alors, dans les passages que tu cites, lorsque tu évoques ces auteurs, alors, c'est pas ceux auxquels vous pensez en réalité. Parce que, si je prends par exemple la description qui en est faite, dont Jean-Pierre parle de son livre qui commence à avoir du succès, au début il est assez mitigé, et la concurrence, dit Jean-Pierre en fait, elle ne manquait pas d'atouts. Jean-Philippe T, Jean-Philippe Toussaint, avait lancé un 6e volet de la saga introspective, jusque-là ça tient, dressant le portrait, et alors là, c'est plus du tout Jean-Philippe Toussaint, dressant le portrait d'un futurologue opulent, découvrant les vertus métaphysiques de l'origami. Tandis qu'Amélie N, Amélie Nothomb, tissait une narration percutante, ok, et délicieuse, très bien, autour d'une jouvencelle gérant ses petites contrariétés et ses menus problèmes relationnels à coups de cloueuses pneumatiques. Que je sache, Amélie n'a jamais écrit un bouquin pareil. C'est la fiction. C'est une fiction, oui, mais dans le contexte d'un livre tel que celui-là, il me semble qu'il y a plusieurs niveaux de réalité qui vont se superposer, qui vont parfois même se mélanger et qui vont contribuer, dans une certaine mesure, au questionnement qui est en fait ton but par rapport à ce roman. Si j'ai bien compris, c'est vraiment une mise en garde. D'ailleurs, il y a des passages où on ne sait pas vraiment si c'est toi qui parles. Bertrand Mison n'apparaît pas dans ce bouquin. On est toujours avec ce Jean-Pierre Lemaire, fictif. Est-ce que c'est le premier niveau de la réalité? Est-ce que c'est le second niveau de la réalité? Et donc, cette espèce de confusion qui n'est pas une critique en soi, au contraire, ça fait totalement sens. Est-ce que c'est le but que tu voulais atteindre, c'est-à-dire de mettre cette espèce d'objet littéraire très bizarre dans les mains du lecteur et dire quelque part, débrouillez-vous et faites gaffe? Alors, effectivement, d'abord sur le petit passage qui a été lu, il est très bien choisi, effectivement, merci pour ça. J'oublie qu'il y a des passages qui sont vraiment super drôles dans ce bouquin. Il y a vraiment parfois... Ça va. Mais c'est effectivement pour ça qu'il donne bien le ton, parce que donc c'est un conte en fait. Hein, donc dans un conte, on stéréotype, on pastiche un petit peu. Il y a d'ailleurs effectivement, quand tu parlais du milieu littéraire, après ça s'est mis comme ça en forme. C'est le plaisir de voir les personnages évoluer, mais il y a une Instagrammeuse, donc une influenceuse des temps modernes. Il y a son opposé qui est un avocat, qui est l'avocat de feu Michel H, qui lui représente justement le vieux monde et cette idée des grands hommes et des grandes femmes de lettres qu'on ne peut pas toucher, etc. Donc il y a quelque chose d'irrévérencieux, il y a quelque chose de l'ordre du conte là-dedans, et effectivement on essaye de faire rire ou sourire, et donc c'est un peu ça le clin d'œil à Jean-Philippe Toussaint et à Amélie Nothomb entre autres qui se trouvent là. Mais effectivement l'idée d'avoir en fait il y a deux voix dans le livre. Il y a une voix à la troisième personne où on voit Jean-Pierre Lemaire à la troisième personne, et puis il y a Jean-Pierre Lemaire qui s'exprime à la première personne, et on comprend très vite que ce ne sont pas exactement les deux mêmes Jean-Pierre Lemaire. Et donc là effectivement il y a l'idée de faire tourner la tête au lecteur avec cette idée en filigrane de dire donc
si on résume, il y a tous ces personnages, cette galerie de personnages, il y a ce conte, il y a moi, le lecteur, et puis il y a l'intelligence artificielle. Et ce triangle est complètement, effectivement, presque surréaliste. Et c'est cette idée de dire, trouvez votre chemin dans ce labyrinthe et vous vous en sortirez, si tout va bien, à la fois amusé et édifié. Eh ben, c'est ça l'expérience qu'on vous propose. C'est pas banal, je reconnais, hein, j'espère que je vous trouble pas outre mesure, mais je pense que, bon, déjà, un argument de vente, c'est que ça ne fait que 152 pages, donc pour les bons lecteurs, vous n'allez pas vous perdre très longtemps dans le labyrinthe. Alors moi, j'ai commencé par le côté un petit peu drôle du livre, mais il y a un passage où il y a une véritable mise en garde, semble-t-il, de ta part, au-delà même du fait de « attention les écrivains, on va aussi piquer votre job ». Je ne sais pas si vous avez entendu cette anecdote relativement récente. Pour fêter le 8 mai 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc il n'y a pas très longtemps, le gouvernement français a publié sur les réseaux sociaux une photo représentant la liesse populaire à la fin de la guerre. Alors je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas été chercher une photo d'archive. Ils ont demandé à l'IA de le faire. Alors la photo, elle est très jolie. Elle représente en premier plan une jeune femme. Alors une petite histoire, on nous la présente comme une résistante qui allait porter les journaux clandestins au péril de sa vie. Derrière cette dame, il y a une foule en liesse. Sur les murs des maisons, il y a des drapeaux. Alors, il y a un problème, c'est que juste derrière cette dame, il y a un militaire. Ce militaire est en uniforme de la Wehrmacht. Et dans les drapeaux qui sont présentés, il y a le drapeau français, il y a le drapeau anglais, il y a le drapeau américain, et puis il y a le drapeau japonais. Alors évidemment, historiquement, ça pose un vrai problème. Et on parle d'une photo qui a été publiée par le gouvernement français. Je ne sais pas qui a validé ça. Ce genre de photos-là, on doit en avoir quand même maintenant beaucoup. Tu me vois arriver avec ma question. Bien sûr. Selon toi, est-ce qu'il y a un risque réel, dans les futures années, que l'histoire elle-même en vienne à être, dans une certaine mesure, ou dans la conscience collective, transformée par ce genre de bourde? Déjà, rien que le fait qu'on arrive à se poser ce genre de questions ici et maintenant, je pense que c'est déjà très positif par rapport à ce qui est en train de se passer. Je pense effectivement que les écrivains et la littérature est là pour un petit peu secouer la pensée ambiante et essayer d'attirer, je vais dire, notre attention sur des choses importantes. Et là, effectivement, c'est vraiment un cri du cœur qui vient en même temps du chercheur et de l'écrivain, c'est de dire attention, ces modèles de langage, et ça je pourrais en parler des heures, et je le fais d'ailleurs, parfois on m'invite à des conférences plus pédagogiques où j'explique comment ça fonctionne. Ces machines portent en elles une représentation du monde. Elles portent en elles une représentation du monde. Alors elles peuvent faire des erreurs factuelles, en général on les attrape, on leur tire l'oreille, on dit halluciné, c'est pas bien du tout, mais c'est souvent plus insidieux que ça. Par exemple, il y a des recherches qui ont prouvé que à instruction tout à fait égale, la machine va avoir tendance à représenter le corps de la femme beaucoup plus sexualisé que le corps de l'homme. Pourquoi ? C'est bizarre, pourtant ça a été entraîné sur tout ce qu'on trouve sur Internet. C'est bien Internet, il y a tout. Et donc en fait, on se rend compte que ces machines sont capables de perpétuer et sont faites quelque part, c'est du machine learning, elles ne font que prévoir, elles ne font que perpétuer nos propres biais, nos propres stéréotypes, nos propres représentations. Alors on se dit, mais il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à, ça s'appelle un biais en technologie d'informatique, de machine learning, comme on dit, il n'y a qu'à corriger ça. Oui, effectivement, et donc c'est par exemple ce qu'a fait Google en disant qu'il y avait un biais d'invisibilisation des personnes racisées, comme on dit aujourd'hui, donc il faut représenter la diversité dans toute sa splendeur. Sauf que quand on a demandé à l'IA de Google de représenter des vikings, elle nous a mis des vikings chinois, des vikings noirs, des vikings de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc en fait,
c'est pour dire, ces technologies, il faut vraiment briser le mythe de la machine neutre et objective. Ce n'est qu'une machine qui va perpétuer nos représentations. Et donc, vous me voyez venir, et en étant dans un public effectivement de gens de lettres, il y a un enjeu qui est absolument extraordinaire, entre en même temps les capacités bluffantes de ces machines, c'est ce qui est raconté dans le bouquin en disant « mais c'est bluffant, faites-lui faire du Houellebecq, elle vous fera du Houellebecq, c'est génial ». Et en même temps de dire « mais ces machines, alors si elles remplacent les écrivains, elles vont nous ressasser sans arrêt les mêmes pensées, et l'intelligence humaine va se fossiliser. » Voilà, c'est QFD. Ça a le mérite d'être clair. Maintenant, je me souviens d'une autre anecdote relativement récente où l'intelligence artificielle peut aussi permettre de faire des choses que l'être humain ne pourrait pas. J'entends par là, ils ont réussi à déchiffrer un papyrus qui avait été retrouvé sur les cendres d'Herculaneum, grâce, je pense, à l'intelligence artificielle, ou en tout cas aux moyens technologiques, chose évidemment qu'un être humain serait incapable de faire, dans la mesure où si vous touchez un truc comme ça part en poussière tout de suite. Mais d'un autre côté, j'ai le sentiment aussi que on va nous pousser quelque part à utiliser ces outils pour faire des choses somme toute très simples que tout le monde peut faire, un cours par exemple, avec comme but là derrière la rapidité. Ah mais ça va aller plus vite de le faire comme ça. Et donc qui dit rapidité dans un contexte tel qu'il est actuellement, dit rentabilité. Alors, productivité. Alors, est-ce que, malgré les erreurs qu'elle peut faire, est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment une aide à la productivité? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les gens, en utilisant ce genre bon, vous aurez compris, moi je suis vraiment pas fan et ça me terrorise ce genre de truc, mais en utilisant ce genre de principe, on va être plus productif, oui, mais est-ce qu'on aura toujours la même qualité de ce qui est fait par l'être humain? Alors c'est surtout si on parle dans le domaine de l'art et de la créativité, c'est extrêmement complexe parce qu'il faudrait savoir définir ce qu'est la qualité. Et évidemment, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un concept, l'art et la créativité, ce sont des concepts qui nous échappent toujours. Et c'est lié à l'émotion, mais alors il y a plusieurs choses, hein. Toujours les métaphores, les images qui viennent quand on parle de ces technologies, elles sont quand même assez radicales, elles sont assez profondes, c'est-à-dire ça va être le feu prométhéen par exemple, ça va être quelque chose en même temps qui fascine et qui inquiète, donc on est quand même quelque chose dans une espèce de tournant technologique qui est assez impressionnant. Si on remet ça, et je le fais aussi dans mes conférences, dans le cadre d'un imaginaire collectif, on va dire occidental pour faire simple, autour des machines pensantes, il y a énormément à dire. On avait d'ailleurs partagé avec plaisir autour de la nouvelle d'Alex Pasquier sur le cerveau électrique, voilà. Mais c'est évidemment plus vieux que ça, c'est les statues qui bougent de Dédale, c'est la tête d'airain des contes du Moyen-Âge, et c'est bien sûr toute la mythologie de la science-fiction moderne avec HAL par exemple de 2001 Odyssée de l'espace. Donc tous ces rêves millénaires de machines pensantes sont en train de se réaliser. Et moi-même, en tant que chercheur, je suis vraiment tiraillé entre d'un côté, mais non, ces technologies, ce ne sont que des perroquets stochastiques, ça ne fait que ressasser des textes, et en même temps, l'émergence de capacités qui sont tellement bluffantes qu'on se dit, mais finalement, est-ce que nous-mêmes, c'est pas un peu ce qui se passe dans notre tête, ces espèces d'associations d'idées un peu random et un peu structurées. J'aime bien aussi, par exemple, parler du surréalisme, de toute la libre association quand on parle de créativité, et on se rend compte, et c'est une thèse un peu provocante que je vais développer dans le prochain ouvrage que je vais publier, c'est finalement ces machines sont-elles créatives? Et alors, poser la question, c'est bien parce que ça énerve tout le monde. En général, il y a des gens qui disent non, pas du tout, et des gens qui disent oui, complètement, et donc ça fait débat. Tu as prononcé le mot émotion tout à l'heure, là, et dans ton bouquin, il y a un passage où, je crois que c'est vrai en plus, il y a vraiment eu des débats sur faut-il être poli ou pas avec l'IA. Et
manifestement, d'après ce que j'ai lu dans ton livre, oui, c'est ça, je ne sais pas si c'est vrai, ou si vous êtes poli avec la machine, elle va vous répondre mieux, plus complète, avec plus de complétude. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, complètement. Donc déjà, tout ce qui est dit sur l'intelligence artificielle dans le livre est vrai. Donc c'est aussi, je le recommande aussi comme point d'entrée justement pour des gens qui n'ont pas envie de se taper des traités sur l'IA ou de lire des propos lénifiants de la Silicon Valley en les expliquant comme c'est bien, mais en même temps tout ce que je dis est vrai et tout ce que je fais dire à Jean-Pierre Lemaire en l'occurrence. Sur la politesse, c'est absolument fascinant et c'est un bon manière d'expliquer un peu comment ces machines fonctionnent. En fait, elles ont été nourries par des millions et des millions et des millions de pages de texte, en ce compris des conversations. En fait, si cette technologie existe aujourd'hui, c'est grâce à Internet, parce qu'avec Internet, on s'est mis à écrire, à échanger, et le volume, vous le savez sans doute, d'écriture produite par l'humanité a explosé ces 25-30 dernières années, en nombre de pages, je n'ai pas dit en qualité bien sûr. Et donc ces machines, elles ont vu tout ça, et elles sont capables simplement de créer des liens, de voir des patterns. Et donc quelque part, elles se sont rendues compte que les conversations à tonalité polie étaient plus productives. Et donc, elles imitent exactement nos arguments. Alors, il y a plusieurs encore sous-débats dans ce débat, donc c'est déjà très pragmatique, de nouveau productivité, on pourra y revenir parce que la productivité l'IA, ça me donne des boutons, mais c'est autre chose. Par rapport à la politesse, il y a autre chose, et ça c'est quelque chose de très intéressant, moi je le dis toujours, moi je suis poli parce que j'aime bien. J'aime bien être poli, j'aime bien avoir des conversations polies, et donc je ne suis pas du tout là en train de parler à l'IA comme à un chien, même si je considère que dans l'échelle, entre guillemets, des formes de vie, avec des gros guillemets, elle est bien sûr bien inférieure à l'humain, et c'est important de se positionner au-dessus de l'IA, mais je serais sans doute poli avec un chien si j'en avais un. Donc c'est très important, c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi-même, la politesse, dit sa sainteté le Dalai Lama. Et l'autre truc, effectivement, c'est que c'est productif. Alors là où ça devient encore plus énervant, c'est que les grands maîtres de la Silicon Valley qui mettent à disposition ces technologies sont pas avares toujours de prophéties et de conseils, et notamment Sam Altman, le patron d'OpenAI de ChatGPT, a dit récemment que ça coûtait des millions de dollars à sa société le fait qu'on soit poli. Parce qu'en fait, on traite, d'après lui, des merci ou des s'il vous plaît superflus. Mais je trouve ça complètement hallucinant de penser comme ça, parce qu'alors, qu'est-ce que ça coûte à OpenAI? La jalousie, la veulerie, la luxure, de quel droit est-ce qu'il peut dire que les mots s'il vous plaît et merci sont superflus, quoi? Et donc, pour moi, c'est ça qui est fascinant en même temps, c'est que derrière ces jouets geeks, il y a vraiment des questions sur qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce qu'est le langage, qu'est-ce qu'est la créativité. C'est là vraiment que je vous emmène avec ce roman. Une autre thématique dont on pourrait parler, c'est lorsqu'on va appliquer l'intelligence artificielle à, disons, la créativité, mais c'est le droit d'auteur. Alors bon, là je ne sais pas si c'est toujours dans ton domaine. Imaginons en effet que la question se pose aujourd'hui, on va écrire un bouquin à la façon de Michel Houellebecq, on va singer son style grâce à la machine. Pourquoi Michel Houellebecq ne pourrait pas attaquer l'auteur d'un tel bouquin en plagiat et même, je dis, vous faites ça, je sais pas, mais on va faire une requête, tiens, ChatGPT, raconte-moi l'histoire de Jules César, et ChatGPT, il va aller piquer dans un bouquin d'histoire sur Jules César qui a été écrit par, je sais pas. Oui, il y a énormément d'enjeux autour de cela, et c'est vraiment des débats qu'il faut avoir. Ici, c'est vraiment compact, parce que vous vous rendez compte qu'on touche plein de sujets et vous avez tous envie d'avoir un verre de l'amitié et d'être en vacances, donc je ne vais pas la faire trop longue. C'est un débat qui est énorme. Je vais répondre avec deux, trois choses très factuelles. Premièrement, saluer le courage de Vincent Engel en publiant ce roman, parce qu'effectivement, on s'est posé la question avec lui. Et il a dit, si Michel Houellebecq nous attaque, tant mieux, ça fera de la pub à sa jeune maison d'édition. Ça n'est pas arrivé, malheureusement. Je l'ai envoyé à Michel Houellebecq, qui n'a pas répondu. Par contre, Antoine Gallimard a répondu.
de manière très intéressante parce que il avait justement, c'était vraiment contemporain, le roman est sorti en septembre, il était déjà prêt évidemment avant l'été, et dans le numéro d'été de la Nouvelle Revue Française, Antoine Gallimard s'est plaint parce qu'il avait essayé de faire du Houellebecq avec l'IA de Meta, et l'IA de Meta lui a répondu mais non, mais ça c'est quand même c'est triste et c'est violent, fais plutôt une histoire avec des gens qui s'amusent dans un parc en jouant du ukulélé. Il le dit comme ça, hein. Et donc on est en échange depuis épistolaire par rapport à ces questions-là, parce que il y a des questions, de nouveau, lui voit les questions plus de représentation du monde. Par rapport à la propriété intellectuelle, il y a des cas effectivement très précis. Donc nous on a essayé de voir s'il n'y avait pas déjà des passages in extenso qui avaient été repris. C'est pas le cas parce que le hachoir de l'IA fonctionne bien. Voilà. Mais c'est vrai que ça pose la question plus du côté intangible de la création. C'est-à-dire le copyright, c'est un petit peu aussi inadapté en fait à cette époque, puisqu'il ne s'agit plus de reproduire une œuvre, mais par exemple de voler un style. Alors peut-être si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont fans d'animés japonais, il y a une grosse polémique récemment parce qu'il y a un fondateur d'un studio d'animation japonais qui s'appelle le Ghibli Studio, qui est lui-même, comme toi, très très anti-IA, qui dit que c'est une insulte à l'intelligence humaine. Et voilà que les utilisateurs de ChatGPT se sont rendus compte que ChatGPT imitait à la perfection le style. C'est les starter packs, c'est ça? Voilà, non, là c'était vraiment les Ghibli Studios. Donc c'est fais-moi à la mode Ghibli, et ça marche très bien. On envoie sa photo de vacances pour envoyer une photo d'une réunion de l'AEB, et puis on a l'impression que c'est un maître de l'animé japonais qui a fait un petit épisode d'un film. C'est très poétique, ça rend très très bien les émotions. Il y a une chose pour le cinéma, parce qu'on prête par exemple de nouveaux dialogues avec la voix d'interprètes qui sont morts il y a 50-60 ans. Marilyn, par exemple. Voilà. Elle intervient dans des films avec sa voix sur des dialogues qu'elle n'a pas jamais pu prononcer. Donc c'est un gros problème. Exactement, il y a le clonage vocal, il y a le clonage d'apparence, etc. Et donc, ce sont tous des trucs qui n'étaient pas sujets au copyright. Jamais on a pensé à copyrighter un style, jamais on a pensé à copyrighter l'empreinte d'une voix. Il y a des acteurs d'Hollywood qui font des procès, effectivement, parce qu'ils estiment que c'est leur voix qui est mise. Enfin, on ne va pas la faire trop longue là-dessus, mais c'est un sujet passionnant et effectivement, j'en reviens toujours à un peu le sujet qui nous intéresse le plus, c'est que ça repose les questions. Qu'est-ce que la créativité? Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Qu'est-ce que l'œuvre d'art à l'heure, et ça j'aime bien le dire, à l'heure de sa productibilité technique. Donc pour ceux qui ont saisi le clin d'œil, c'est Walter Benjamin qui dans les années 30 a fait donc le philosophe de l'école de Francfort, qui a fait un essai qui s'appelait L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique. Et donc il disait, mais la photographie a par exemple complètement tué la peinture figurative, et donc ça a fait les impressionnistes. Et on est un peu dans un tournant comme ça maintenant avec toutes les formes de créativité, en disant, mais aujourd'hui l'œuvre d'art est productible par une machine, mais rien que de dire ça, c'est horrible, il faut réagir. Et donc c'est là que le poète doit intervenir et changer la donne. Pour finir, je n'ai plus de questions, mais c'est un bouquin vraiment perturbant, à tel point que je me suis demandé, bon, manifestement ce n'est pas le cas, mais je me suis vraiment demandé si tu avais vraiment utilisé de l'IA. Non, mais pour l'écrire, parce que je me suis dit, comme il travaille dedans, l'IA, elle singe l'humain, mais pourquoi l'humain ne singerait-il pas l'IA? Alors j'adore, c'est effectivement le côté ouvert de la littérature polysémique. Je ne vais pas répondre à cette question, qui est une excellente question. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que c'est mon bouquin. Je ne vais pas dire c'est mon œuvre, ça fera un petit peu pompeux, mais c'est mon bouquin. Tout mon cœur, j'y ai mis dedans. Voilà.